Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, je suis ravie de vous retrouver à travers ce nouvel enregistrement pour aborder d'autres points relatifs au cours de droit social. Je voudrais mettre en relief quelques notions avant d'entamer un nouveau chapitre concernant le contrat de travail. D'accord? Donc, le contrat de travail, c'est une convention, comme nous l'avons vu, qui engage le salarié à fournir ses services personnels pour une durée déterminée ou non déterminée, dans l'objectif bien sûr à accomplir un travail en contrepartie d'une rémunération, un salaire dont l'employeur bien sûr est débiteur qui va verser bien sûr au salarié. Dans le monde du travail, généralement, il y a deux parties. Le salarié d'une part et d'autre part l'employeur qui est généralement une entreprise. Il y a la naissance d'obligations qui sont réciproques de chaque partie. D'une part, le salarié s'engage à fournir ses services personnels et d'autre part, l'employeur rémunère le salarié. C'est ce qu'on appelle tout simplement un contrat synallagmatique. C'est aussi un contrat consensuel. C'est tout simplement parce qu'il engage deux personnes, le salarié et l'employeur toujours. C'est aussi un contrat à titre onéreux, car tout simplement il y a une rémunération. Et il y a aussi un lien de subordination, c'est-à-dire l'un agit sous la direction de l'autre. Toujours à titre de rappel, je voudrais mettre l'accent également sur les conditions de validité, chose qu'on avait vue la dernière fois. Donc, premièrement, les contractants doivent avoir les capacités, ce qui veut dire que les aliénés sont exclus. Et tout simplement, ces conditions de validité que je viens de citer, que je vais continuer à citer, c'est tout simplement les conditions de fond qui font partie également des conditions de droit commun qui sont insérées tout simplement dans le d'arrêt des obligations et des contrats. Cette capacité donc exclut les aliénés. Les conditions de validité doivent être, c'est-à-dire tout simplement le consentement, il doit être exempt de vices de consentement. C'est à titre de rappel que les vices de consentement sont l'erreur, par exemple l'erreur sur la personne qu'on recrute, le dol, c'est une tromperie qui va influencer la signature d'un contrat, et bien sûr la violence qui peut être une violence physique ou morale. Et également il y a la lésion qui est une sorte sorte de vice de consentement également. En troisième lieu, il y a l'objet du contrat. Comme on l'avait vu auparavant, il doit être licite, et c'est-à-dire que l'objet doit être possible et réalisable. Pour ce qui est de la cause, qui est la dernière condition de validité du contrat de travail, il doit être licite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser un contrat qui est contre la loi. À titre d'exemple, on ne peut pas faire signer un contrat de travail de trafic d'organes. Donc ça, c'était les conditions que je tenais à réitérer, à réexpliquer parce que c'est très important. Aujourd'hui, à travers cette séance, nous allons aborder un autre point qui est également... Donc nous allons enchaîner par la deuxième partie qui est l'exécution du contrat de travail ou la mise en œuvre du contrat de travail. Donc, comme je l'ai dit, c'est un contrat synallagmatique qui donne naissance à plusieurs obligations de chaque partie. Donc, il y a tout simplement l'employeur. L'employeur, donc, il a l'obligation également de respecter le contrat de travail. Et dans le contrat de travail, il y a plusieurs clauses, bien évidemment, à respecter. Et c'est ce que je voudrais réitérer dans mes explications, c'est que les clauses qu'on avait vues précédemment, je vais à titre de rappel, les revoir avec vous pour mettre l'accent dessus. Donc, on avait vu qu'il y avait la clause d'essai ou la période d'essai. C'est tout simplement pour l'entreprise. Elle va servir à évaluer les compétences des salariés et de son côté, le salarié va essayer lui aussi d'apprécier les fonctions qu'on lui donne par rapport à son poste de travail. Cette période d'essai, c'est tout simplement, elle doit être indiquée noir sur blanc dans le contrat de travail, mais elle n'est pas obligatoire bien sûr.
Donc ça c'était pour la clause d'essai. Et il y a d'autres clauses qui sont également importantes également à avoir. Il y a également la clause de confidentialité. C'est tout simplement le salarié ne doit pas divulguer les informations confidentielles de l'entreprise. Pour ce qui est d'une autre clause qui est très importante également, c'est la clause d'exclusivité, qui est tout simplement une clause qui est insérée au sein du contrat de travail, qui n'est pas beaucoup fréquente. C'est tout simplement un salarié qui va s'engager auprès de l'employeur de manière à ce qu'il ne soit pas, c'est-à-dire en toute franchise. La clause de non-concurrence est une clause qui est bien réglementée car elle peut causer la rupture du contrat de travail. Cette clause, elle consiste à interdire une activité professionnelle qui va faire concurrence, bien évidemment, à l'entreprise. Et il y a certaines conditions à obéir pour que cette clause soit valablement et juridiquement. Tout simplement, la clause doit être inscrite dans le contrat de travail, c'est-à-dire qui au départ, le salarié connaissait les raisons, donc il était au courant, c'est donc pour protéger les intérêts de l'entreprise. Cette clause bien sûr de non-concurrence, pour être valable, elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Cela ne peut pas être jusqu'à la fin de carrière, bien sûr, du salarié, et on ne peut pas empêcher un salarié de créer une entreprise dans un autre pays, par exemple. Donc, après avoir vu les différentes clauses qui sont très très importantes, nous allons enchaîner directement par le vif du sujet qui est tout simplement notre sujet d'aujourd'hui, et qui est l'exécution ou la mise en œuvre du contrat de travail. Donc, comme je l'ai dit, le contrat de travail, c'est un contrat synallagmatique qui donne naissance à plusieurs obligations de chaque partie ici, c'est-à-dire le salarié et l'employeur. On va commencer par les pouvoirs et les obligations de l'employeur. Donc, l'employeur, la première des choses, il doit fournir le travail convenu et il doit aussi fournir les moyens pour l'exécuter. Donc, c'est tout simplement, il doit respecter également les obligations nées du contrat de travail et exécuter celui-ci de bonne foi. Comme je l'ai dit, donc fournir un travail dans le cadre de l'horaire bien évidemment établi. La deuxième des choses, c'est la contrepartie, c'est le versement de la rémunération, du salaire. Le salaire doit être versé au moment prévu, verser le montant également convenu au moment de la signature du contrat. Donc il ne doit pas y avoir de changement de salaire sans que le salarié soit au courant. Il doit également, l'employeur doit payer les charges sociales de différentes caisses de sécurité sociale, bien sûr, et respecter le droit du travail et les conventions collectives. C'est une obligation générale, bien évidemment, de l'employeur. Et l'autre également obligation qui est primordiale, c'est respecter les autres éléments essentiels du contrat. Qualification, le lieu de travail, quand il est précisé bien évidemment dans le contrat. Donc ça on a évoqué les engagements de l'employeur et les pouvoirs de manière assez générale, mais maintenant on va voir quels sont les engagements qui sont unilatéraux. Unilatéraux, ce sont tout simplement des décisions qui sont prises que par l'employeur et qui n'engagent que celui-ci, bien sûr. Donc, les engagements unilatéraux de l'employeur, on trouve tout simplement, il peut produire des notes de service ou des réponses aux questions des délégués du personnel. Il peut également émaner de l'employeur des décisions explicites de sa volonté, une expression parfaite de son pouvoir réglementaire, bien évidemment au sein du milieu de travail, au sein de l'entreprise. Ces engagements unilatéraux de l'employeur ont un caractère obligatoire vis-à-vis de ses salariés, bien sûr. Ce qui est important à expliquer, c'est le règlement intérieur, qu'on avait vu au début en tant que source du droit social. Donc, le règlement intérieur, c'est un document qui est rédigé par l'employeur et qui doit être respecté par tous les salariés. Dans ce règlement intérieur, il va y avoir des règles relatives à l'hygiène, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, comment
côté hygiène, va être appliquée au sein de l'entreprise. La sécurité et également la discipline au sein de l'entreprise, c'est-à-dire le lieu de travail. Donc c'est en quelque sorte l'organisation, comment on va s'organiser tout simplement le travail, la discipline et l'hygiène et la sécurité au sein de l'entreprise. Donc ça c'était pour le règlement intérieur. Donc il y a également en tant que pouvoir bien sûr et obligation de l'employeur, il a un pouvoir de régulation des comportements, c'est tout simplement le pouvoir disciplinaire. Donc pour organiser, réguler les comportements des différents salariés, l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire. Donc c'est tout simplement, il peut il peut prononcer des sanctions vis-à-vis en tant que mesure disciplinaire qui est prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié, c'est-à-dire vis-à-vis de l'employeur quand il commet une faute. Donc cette mesure, soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération qui est en quelque sorte touchée. Donc, quelle est la procédure en cas de faute du salarié? Parce qu'au sein de l'entreprise, le salarié peut commettre des fautes et qui dit faute, c'est tout simplement la prononciation de mesures disciplinaires. Il y a tout simplement, en première des choses, c'est que chaque fois que l'employeur envisage de prendre une sanction disciplinaire, il est dans l'obligation de convoquer le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, de son audition bien sûr. Et lors de l'entretien ou de l'audition, le salarié peut être accompagné en présence du délégué des salariés ou le représentant syndical dans l'entreprise qu'il choisit lui-même dans un délai bien sûr ne dépassant pas 8 jours, à compter de la date de constatation de l'acte qui lui est imputé. Au cours de l'entretien, de cette audition, bien sûr, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille bien évidemment les explications du salarié. Et par la suite, il est dressé, à travers cette audition, il est dressé un procès verbal qui, à ce propos, par l'administration de l'entreprise, bien sûr, qui est signé par les deux parties. Une copie est délivrée aux salariés également. Mais si l'une des parties refuse d'entreprendre ou de poursuivre la procédure disciplinaire, bien sûr, il est fait recours à l'inspecteur de travail. Une fois l'audition est terminée, la décision de sanction disciplinaire ou la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en main propre, contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Et ce, bien sûr, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise. Et la justification, elle est importante du licenciement par un motif acceptable par l'employeur. Donc l'employeur doit motiver sa décision qui est la décision de prendre une mesure disciplinaire. Une copie de la décision de licenciement est adressée à l'agent chargé de l'inspecteur du travail. Elle est motivée, notifiée à l'intéressé à la date à laquelle elle a été entendue et être assortie bien sûr du procès verbal. Et tout cela est précisé et prévu par l'article 64 du Code du travail. Donc, en d'autres termes, si l'employeur ne respecte pas cette procédure, la décision disciplinaire n'est pas acceptable du point de vue juridique. En cas de faute grave, le salarié peut être licencié même sans préavis, ni indemnité, ni versement de dommages et intérêts. Ça, c'est un petit peu en tant que sanction assez sévère. De ce fait, le salarié peut contester bien sûr la nature de la sanction devant le juge relevant du tribunal compétent dans un délai de 90 jours.
bien sûr de 90 jours à compter de la date de réception par le salarié de la décision de licenciement. Et celui-ci peut la confirmer ou l'annuler, mais ne peut pas la modifier, bien sûr. Donc, ça, c'était pour les différentes procédures disciplinaires, les plusieurs points qui forment cette procédure disciplinaire. À l'encontre, bien sûr, du salarié qui a commis une faute au sein de l'entreprise. Et ces différentes fautes, je voudrais mettre l'accent dessus, c'est que ces différentes fautes sont prévues par les dispositions du Code du travail. Et on va voir ça de manière assez détaillée, quelles sortes de fautes peuvent commettre un salarié au sein de l'entreprise. Et ça fera l'objet, bien sûr, d'une autre séance, Inch'Allah. Quelles sont maintenant les sanctions disciplinaires qui peuvent être, bien sûr, prononcées par le salarié? Donc, au terme des dispositions juridiques de l'article 37 du Code du travail, l'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes, à l'encontre, bien sûr, du salarié qui a commis une faute non grave. Donc, on a en premier lieu, il y a l'avertissement. Donc, l'employeur peut prononcer une sanction d'avertissement à l'encontre du salarié. Il y a également en deuxième position le blâme. Et en troisième position, il y a un deuxième blâme ou la mise à pied pour une durée n'excédant pas 8 jours. La troisième mesure ou sanction disciplinaire, il y a le blâme également, un troisième blâme ou le transfert à un autre service ou le cas échéant à un autre établissement. Lieu de résidence du salarié étant pris en considération, bien sûr. L'employeur, bien évidemment, applique les sanctions disciplinaires graduellement, de manière graduelle. C'est-à-dire, il doit respecter cet ordre qui est prévu, bien sûr, par l'article 37 que j'ai cité, l'article 37 du Code du travail. Donc, après avoir vu les différentes obligations de l'employeur, l'autre séance qui va venir, on va la consacrer aux obligations, bien évidemment, du salarié. Le salarié a également des obligations, mais également il a des droits. Donc, à titre d'exemple, le salarié a comme obligation de fournir le travail convenu, c'est-à-dire convenu sur son contrat de travail. Cela devrait être indiqué, ce travail devrait être fourni correctement et personnellement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire sous-traiter son travail, comme on l'avait vu précédemment. Il doit également bien utiliser et respecter le matériel, c'est-à-dire que l'employeur va lui fournir le matériel de travail et lui, à son tour, c'est-à-dire le salarié, doit veiller et gérer en bon père de famille, c'est-à-dire il ne doit pas l'endommager ou le saboter. Il doit également, le salarié, en tant qu'obligation, accepter le lien de subordination, c'est-à-dire qu'il doit accepter de travailler sous les ordres de son employeur. Il doit également, le salarié, en tant qu'obligation, respecter le secret professionnel et ne pas faire concurrence à l'entreprise. Et nous allons voir un peu plus loin les différentes autres obligations un peu plus détaillées par rapport à ce qu'on vient d'aborder. Donc, je n'ai qu'à vous souhaiter bon courage et merci bien sûr de votre attention et à la séance prochaine.